Bonjour, nous allons vous présenter notre TPE sur les organismes génétiquement modifiés. Avec comme problématique, les OGM sont-ils indispensables malgré leurs inconvénients? Tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce qu'un OGM. OGM, c'est l'acronyme employé pour désigner un organisme vivant, un animal, un végétal, une bactérie ou même un virus génétiquement modifié, c'est-à-dire qui détient au moins un gène qui ne lui appartient pas de manière naturelle. Son code génétique a été modifié par la main de l'homme, par l'ajout, la suppression ou le remplacement d'au moins un gène afin de lui attribuer une nouvelle caractéristique. Cette technique s'appelle la transgénèse. Mais d'où proviennent les OGM? Passons alors à l'histoire des OGM. Remontons tout d'abord en 1839, l'année où un botaniste allemand, Matthias Jakob Schleiden, et Theodor Schwann, un physicien et physiologiste, observent que chaque être vivant est constitué de cellules. Une découverte très importante pour la suite des événements. Comme pour 1902, date à laquelle Walter Sutton, un médecin et généticien américain, et Theodor Boveri, un biologiste allemand, décèlent que le support de l'information héréditaire se trouve. Cela amène plus tard, en 1944, le médecin Overall Avery à affirmer que l'information héréditaire se trouve sur l'ADN. Puis, le généticien et biochimiste américain Jeff Swanson et le biologiste britannique Francis Crick a identifié en 1953 la structure de l'ADN. Mais la véritable histoire des OGM commence en fait bien plus tard, en 1972, avec le premier transport de gènes réalisé par Paul Berg, un biochimiste et professeur américain. Cela consiste à intégrer un morceau d'ADN de virus cancérigène dans le génome de la bactérie Escherichia coli présent dans notre tube digestif. Mais l'ADN ne put être répliqué. Cette tentative échoua et il fallut attendre 10 ans pour enfin voir créer en 1982 le premier animal génétiquement modifié. C'était une souris dans laquelle a été introduit le gène d'hormone de croissance de rat. L'année d'après, c'est la première plante génétiquement modifiée qui fait son apparition, un plant de tabac qui a été modifié pour résister à un antibiotique. En 1989, on crée les premiers vaccins à partir d'organismes génétiquement modifiés. Ici, un tabac dans lequel a été transféré un gène de toxine. En 1990, la première commercialisation d'une plante transgénique fut le tabac résistant à un virus en Chine. Mais la date qu'on retient est celle de 1994 où le premier organisme génétiquement modifié est commercialisé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il s'agit de la tomate Flagstaff dont la maturation retardée, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à maturité complète sans l'aide de l'homme, donc qui se conserve mieux que les tomates traditionnelles. En France, on autorise dès 1997 de cultiver le maïs transgénique, résistant à la pyrale, un insecte qui détruit la culture. Et c'est seulement en 2007 que l'on interdit la culture d'OGM en France à cause d'un doute quant à leurs conséquences environnementales et économiques. Maintenant que nous avons pris connaissance de l'histoire des OGM, il est essentiel de comprendre comment sont-ils fabriqués. Il y a plusieurs techniques de fabrication, mais elles commencent toutes de la même manière. La première étape consiste à identifier le gène d'intérêt, c'est-à-dire trouver un gène qui a des caractéristiques intéressantes pour l'organisme qu'on souhaiterait modifier. Ensuite, il faut isoler ce gène, c'est-à-dire l'extraire de l'organisme donneur. Pour cela, on utilise une enzyme de restriction de protéines capable de couper un fragment d'ADN en des points précis. Grâce à cette protéine, on peut extraire le gène d'intérêt. Un seul gène n'est pas suffisant pour pouvoir le transférer à un autre organisme. On doit le démultiplier. Pour ce faire, on utilise la technique PCR, réaction par polymérase, méthode de biologie moléculaire d'amplification génétique. Cela permet de dupliquer en très grand nombre notre séquence d'ADN. La technique PCR est il suffit de mettre notre gène d'intérêt dans un thermocycleur, machine automatisant la réaction de PCR en chauffant, puis refroidissant en boucle notre gène d'intérêt. Ce gène est alors démultiplié plus d'1 milliard de fois. Maintenant que notre gène d'intérêt est dupliqué, il faut le transférer dans l'organisme que nous voulons modifier. C'est à partir de là que diverses méthodes sont possibles. Nous vous en présentons les deux plus utilisées. Il existe la méthode de transfert direct, aussi appelée la transgénèse biolistique, qui consiste à propulser le gène d'intérêt directement dans la cellule à l'aide d'un canon d'ADN. Pour cela, on utilise des microbilles
entourés d'ADN qui seront projetés sous pression de gaz à très grande vitesse pour transpercer les parois des cellules puis se greffent aux chromosomes. Certaines cellules vont alors intégrer les gènes dans leur génome. Il faut attendre plusieurs semaines afin d'obtenir une lignée transgénique stable, en le laissant évoluer en milieu sélectif. Cette méthode est souvent utilisée pour le remplacement de la deuxième méthode qui est la plus longue et la plus complexe à réaliser. La bactérie Agrobacterium tumefaciens se développe dans le sol et est capable de se fixer sur les cellules d'un végétal blessé. À partir de là, la bactérie se multiplie, ce qui crée une tumeur. Il est alors évident que cette bactérie est capable d'injecter l'ADN dans la cellule. La bactérie Agrobacterium tumefaciens se développe dans le sol et est capable de se fixer sur les cellules d'un végétal blessé. À partir de là, la bactérie se multiplie, ce qui crée une tumeur. Il est alors évident que cette bactérie est capable de réaliser naturellement une transgénèse en injectant l'ADN dans une cellule végétale. Alors, il suffit de remplacer l'ADN de transfert, qui est le facteur principal permettant le développement d'une tumeur par notre gène d'intérêt. Ensuite, nous laissons la plante que nous souhaitons modifier se faire contaminer par notre bactérie modifiée. Ensuite, il y a un résidus condamné de la plante pour cultiver ces amas de cellules en milieu sélectif, pour extraire seulement ceux qui ont bien intégré la transgène afin de planter les plantes totalement. Mais pourquoi utilise-t-on des OGM? La fabrication d'OGM est présente dans plus de domaines qu'on pourrait penser. Ils permettent de créer des outils nouveaux et plus puissants, comme la laine d'une chèvre génétiquement modifiée, qui est beaucoup plus résistante grâce à l'introduction d'un gène d'araignée. Cette nouveauté peut être vraiment très utile pour les gilets pare-balles par exemple. On peut rendre une plante plus résistante aux conditions climatiques, au transport, ou leur donner une nouvelle qualité nutritionnelle. Cela peut améliorer considérablement les rendements et peut-être régler le problème de la famine sur Terre. Les OGM peuvent aussi permettre de diminuer les pesticides polluants et dangereux, car en introduisant dans les plantes un insecticide, elles se protègent sans l'aide de l'homme. On modifie aussi génétiquement des animaux, comme la vache pour avoir plus de lait de meilleure qualité, ou le saumon pour accélérer sa croissance. Beaucoup d'OGM sont aussi utilisés à des fins médicales, comme par exemple la production d'insuline, un gène humain où est située la protéine à intérêt pharmaceutique qui est introduite dans une bactérie qui va traduire le gène. Autre exemple, la fabrication de vaccins à partir de cellules d'ovaires de hamster. Avec tous ces champs d'application, on pourrait croire que leur utilisation est libre partout dans le monde. Mais en réalité, il y a une réglementation stricte et seulement certains pays autorisent la fabrication et la commercialisation des OGM. Mais alors, où produit-on ces OGM? Aujourd'hui, les OGM représentent 11% des cultures mondiales, soit 179,7 millions d'hectares, 3 fois la surface de la France. Les OGM sont majoritairement cultivés aux États-Unis avec 72 millions d'hectares, soit 40% de la culture d'OGM mondiale. Juste après, il y a le Brésil qui cultive plus de 25% avec 44 millions d'hectares et l'Argentine avec 24,5 millions d'hectares. Au total, c'est 28 pays qui cultivent des OGM. Dans 5 pays en Europe. Cela ne représente que 0,1% de la culture d'OGM mondiale. En Europe, seulement 75 produits génétiquement modifiés sont autorisés à la commercialisation. Le plus conséquent est le tourteau de soja, plus de 18,5 millions de tonnes. C'est l'industrie Monsanto ou Bayer qui fabrique et commercialise le plus d'OGM dans le monde, mais 18 millions d'agriculteurs qui se fournissent dans ces grandes entreprises viennent des pays en développement. En France, tous les OGM importés et commercialisés doivent être signalés sur l'étiquette du produit, mais seulement si la présence est supérieure à 0,9%. Sauf que la viande que nous consommons provient peut-être d'animaux ayant mangé des OGM ultérieurement, mais il nous est impossible de le savoir.
Quels sont les risques des OGM? Malgré les nombreux avantages, beaucoup de pays interdisent les OGM. Cette réticence aux OGM s'explique par les risques que peuvent engendrer la modification de certains organismes. Par exemple, il y a un gros risque de fuite de gènes avec les plantes modifiées pour être résistantes aux désherbants aux pesticides. Les mauvaises herbes autour deviennent alors, elles aussi, résistantes à ces produits. C'est aussi la cause de la mortalité des insectes butinateurs qui disparaissent alors peu à peu. La culture d'OGM est notamment une grosse concurrence à l'agriculture traditionnelle. Les OGM peuvent aussi être un risque pour la santé, car des résidus chimiques sont présents dans la viande que l'on mange. Car il est possible que l'animal ait consommé des plantes génétiquement modifiées ultérieurement. Les animaux et les hommes sont alors un risque de devenir résistants aux antibiotiques. Cela pose un inconvénient environnemental, économique et sur la santé. Les OGM sont-ils indispensables malgré leurs inconvénients? La réponse est complexe, car la modification par l'homme d'un organisme vivant par transgène est trop récente pour avoir une opinion tranchée sur les OGM. Encore aujourd'hui, beaucoup de questions restent sans réponse. Est-ce bien ou mal? Le débat reste vif. Certains défendent l'aspect éthique, philosophique ou religieux, d'autres sont inquiets pour l'environnement. Mais le développement d'une nouvelle technologie en notre possession attire de nombreuses personnes. En effet, les OGM présentent des risques à ne pas négliger et engendrent des problèmes. Mais ils peuvent aussi en régler s'ils sont utilisés pour de bonnes causes. Les OGM pourraient contribuer dans le futur à une amélioration de nos conditions de vie en augmentant la qualité ou la quantité de la nourriture, tout en respectant la nature et réduire le réchauffement climatique. Les OGM peuvent être une solution à la population qui augmente rapidement que les terres cultivables diminuent à cause de l'étalement urbain. Cependant, nous n'avons pas encore toutes les connaissances nécessaires pour affirmer que les OGM sont sans danger, ni que les modifications sur les êtres vivants soient nocives. Les critiques portées sur cette pratique ne sont pas toujours basées sur des études poussées ou scientifiques, mais ils devraient quand même être pris en compte car les OGM sont malgré ça consommés dans le monde. Les OGM ne peuvent pas être ignorés et continueront à être exploités car ils sont indispensables pour résoudre des solutions futures pour le futur. Il faudrait examiner plus en détail afin d'avoir enfin des études objectives et argumentées pour qu'on puisse avoir une réelle opinion. C'est la fin de ce TPE de première S qui a été réalisé par Caillou Anaïs, Perrier Latour-Audrey, Glorieux Cynthia.